Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons ensemble le sommaire de cette édition. Le cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École vous propose de vivre une expérience bouleversante et humaniste. Vendredi 28 mars, le documentaire Au bord du monde sera projeté, suivi d'une rencontre avec le réalisateur. Toutes les précisions avec notre invité. Jusqu'au 11 mars, la salle des expositions de Guyancourt rend hommage aux femmes, pas n'importe lesquelles, les héroïnes occupent le haut de l'affiche. Samedi 12 avril, la batterie à Guyancourt reçoit le chanteur Tiken Jah Fakoly. Son retour sur la scène musicale est marqué par la sortie d'un nouvel album. Nicolas Gervais l'a rencontré. Projeté vendredi 28 mars au cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École, le documentaire de Klaus Drexel, Au bord du monde, donne la parole à ceux que l'on voit mais que l'on n'entend pas souvent. Le réalisateur a suivi pendant 1 an à Paris une dizaine de sans-abri. Pascal, Michel, Christine et les autres survivent sur les trottoirs, dans le métro ou encore sous les ponts. Quel est leur regard sur le monde? Comment parler de ceux qui dorment dans la rue? C'est ce dont nous allons parler ce soir avec Bertrand Pigné. Bonsoir. Donc vous êtes responsable du cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Alors avant que vous nous expliquiez en fait pourquoi vous avez eu envie d'organiser cet événement, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce tout simplement pour nous mettre dans le ton. Très bien. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Le gars, il s'arrêtait là en voiture. Il m'a dit, j'ai des courses pour vous. Il m'a ramené 2 sacs. Il m'a dit, ça vient de la part de ma femme, ça vient de la part de ma belle-mère. Pratiquement tous les jours, je fais la revue de presse de 3 à 6 journaux. Tout ce qui est scientifique, tout ce qui est social, justice, violation des droits de l'homme. À 60 balais, je sens que je fais encore l'été pour remonter là, pour pas trop déprimer sur les mauvaises choses. Il peut encore y avoir des bonnes choses. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez froid? Je grelotte. Là, après 4 ans, il y a des matins, je me lève et j'en ai vraiment marre à fond. Et à chaque fois qu'il y a le marathon de Paris qui se court, moi je cours le marathon de Paris. Si encore on pouvait vraiment se mettre quelque part, mais on dérange toujours. C'est comme s'il considérait que parce que tu es là, tout est fini pour toi. C'est même plus la peine de s'arrêter, c'est même plus la peine d'écouter. C'est-à-dire la non-réponse au problème qui nous maintient ici, c'est ça le pire. Alors Bertrand, qu'est-ce qui vous a intéressé dans la démarche du réalisateur ? J'ai découvert le film d'abord par des affiches, en fait, par une manière de proposer une photographie d'une personne extrêmement démunie sur les Champs-Élysées. Et du coup, ce contraste, en fait, m'a frappé. C'est le contraste qui m'a fait me dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant, en tout cas d'intriguant dans ce documentaire. Donc, vous êtes allé chercher auprès du distributeur? Voilà, donc je suis allé demander à voir le film, j'ai pu le découvrir, ça a été vraiment un choc, assez bouleversant, pour la simple et bonne raison que c'est pas un film qui cherche à faire du sensationnalisme, c'est un film qui cherche simplement à prendre le temps de regarder les gens en face, les gens qu'on n'a pas l'habitude de regarder en face. Exactement. On est dans un documentaire, justement, comme vous le disiez, on n'est pas dans le misérabilisme du tout, dans le sentimental un peu lourd, comme certains documentaires avec des commentaires, etc. Là, pas du tout. Alors, quel regard, justement, vous portez sur la manière dont sont présentés ces sans-abri ? Justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les 2 adjectifs qui me sont venus pour décrire le film, c'est bouleversant et humaniste. Je pense que la meilleure définition, c'est humaniste. C'est un film qui regarde ces gens qu'on a l'habitude de croiser sans les voir, à qui on a l'habitude de jeter un coup d'œil tout en
tout en passant son chemin en fait. Tout à coup, ce documentaire prend 1 heure et demie pour nous proposer de nous arrêter avec eux, de prendre le temps avec eux, de prendre le temps de les écouter. Et pas de les écouter dans un quotidien qui serait le quotidien de la misère ou de la douleur ou de la difficulté ou de la faim ou du froid. C'est vraiment un documentaire qui prend le temps de leur laisser la parole sur le quotidien, la vie de tous les jours, leur pensée regard sur le monde et leur rapport au monde. Et qui le fait avec un sens de la beauté qui est jamais proposé dans ce genre de travail sur les SDF et les clochards. Oui, alors justement sur la forme, en tant que professionnel du cinéma, le choix, quels sont, enfin, selon vous, votre avis là, sur le choix du réalisateur, d'une esthétique très forte, hein. On a un contraste justement entre ces gens démunis et puis un décor, Paris de nuit, ville lumière, des lieux de richesse, une beauté, vraiment des décors. Et ce contraste comme ça, on a aussi des longs silences, jamais de gros plans intrusifs, c'est toujours des plans larges, fixes. Qu'est-ce que vous pensez de ces partis pris du réalisateur ? Ce que j'en pense, c'est que c'est du cinéma, tout simplement. C'est que c'est la grande différence avec tout ce qui peut être proposé autour de ces sujets-là. Souvent, on nous propose des plans sur l'action du SAMU social, l'action des gens qui viennent donner à manger, aider ces gens-là. Là, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit vraiment sans vouloir rendre beau la misère, hein, il ne s'agit pas du tout de ça dans le film. Il s'agit simplement de rendre à ces gens et à cette misère un véritable statut et les intégrer comme ça dans un Paris filmé réellement comme la plus belle ville du monde. Enfin, c'est difficile à décrire en fait, hein. On voit quelques images à l'écran. Certaines critiques disent un Paris carte postale. Peut-être, sauf que des cartes postales, on n'en voit pas beaucoup comme ça aux devantures des buralistes. Là, il y a vraiment une idée de photographie et de cinéma. Il y a le temps qui passe nous est proposé dans ces plans-là. Comme on l'a entendu dans la bande-annonce, la seule musique proposée, c'est de la musique d'opéra. Et du coup, ça apporte une grandeur, et pas une grandeur factice. Ça apporte une véritable grandeur humaniste. Ça réintègre ces gens qu'on pourrait penser être la plus grande laideur de notre monde actuel. On est toujours en train de dire qu'il faut qu'il n'y ait plus de SDF, etc. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y en ait. Hein. Je dis simplement que tout à coup, ça remet ces gens dans le monde, dans notre monde. Voilà. Alors moi, je vous propose, c'est qu'on écoute Klaus Drexel, donc le réalisateur, qui n'a pas pu être sur le plateau ce soir du kiosque, mais qui nous a accordé une interview téléphonique. Il nous parle justement de ses intentions quant à ce tournage et en quoi ça l'a bouleversé. On l'écoute. Ce qui me frappe depuis des années, c'est le nombre incroyable de sans-abri qu'on voit de partout à Paris. Et c'est des gens qu'on voit donc en permanence, mais qu'on n'entend jamais. Et il me semblait vraiment important de faire un film où on leur donne la parole, ils peuvent s'exprimer. Donc c'est pour ça que dans le film, il n'y a pas de commentaires et d'analyse, parce que justement, c'était un film où je voulais les écouter simplement et voir ce qu'ils ont à dire sur notre monde à nous. Qu'est-ce que ces personnes qu'on n'entend jamais peuvent nous apprendre de la vie? Et c'était cette curiosité qui m'a poussé à faire le film, tout simplement. Quand on leur a dit justement qu'on voulait faire le film sur une durée d'1 an, on voulait pas faire une interview où ils devaient répondre à des questions, mais on leur a dit qu'on reviendrait les voir pendant 1 an et que les entretiens ne seraient pas préparés à l'avance, mais que ce seraient des discussions qui vont durer 2-3 heures. Et ce qu'on voit dans le film, en fait, plus que des réponses à des questions d'interview, ce sont des extraits en fait de discussions entre amis. Je suis sorti de cette aventure dans laquelle je me suis lancé par curiosité, j'en suis sorti bouleversé et transformé parce que j'ai rencontré une générosité et un accueil chaleureux que je ne m'attendais pas à trouver en fait chez une population aussi défavorisée. La chose essentielle, et je pense que cruciale et fondamentale, c'est que chaque citoyen comprenne que nous avons tous notre responsabilité et que ce qui fait le plus souffrir ces personnes, plus que de ne pas avoir de logement, ce qui est évidemment est épouvantable, mais au-delà de ça, je pense que le plus terrible, c'est de sentir qu'on n'existe plus aux yeux de nos concitoyens et que les passants détournent le regard, ou s'ils regardent avec une absence de dignité. Ce qui me touche le plus maintenant, c'est que je reçois des coups de fil ou des messages
d'associations humanitaires qui nous remercient parce que grâce au film, il y a de nouveaux bénévoles qui s'engagent et ça c'est super. Et moi évidemment j'invite tout le monde à s'engager comme il peut parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas. Mais quand on ne peut pas, on peut aussi au quotidien, quand on voit ces personnes-là, les regarder avec un sourire et dire bonjour monsieur, bonjour madame. Et je pense que ça change déjà énormément. Voilà, donc redonner de la dignité à ces personnes. Alors c'est une forme finalement d'engagement aussi pour vous de proposer ce documentaire à la programmation. Qu'est-ce que vous aimeriez que vendredi le public retienne ? Qu'est-ce que j'aimerais j'aimerais tout simplement, j'aimerais déjà qu'il y ait du monde qui vienne et que par cela on montre à ce réalisateur que cette question qui l'a touché, qui l'a bouleversé, qui l'a intéressé d'abord, mais qui l'a transformé, est une question qui touche et dont les gens souhaitent s'emparer, parce que je pense vraiment qu'il y a une possibilité de se transformer en fait en voyant ce documentaire. Moi-même, comme il le dit, je fais pas partie de ces gens qui croisent des sans-abri qui leur disent pas bonjour, et alors que j'aime bien dire bonjour aux gens même quand je les connais pas. Et là, je me dis bah oui, peut-être qu'il va falloir juste changer ça. J'aimerais que les gens viennent pour découvrir une très belle œuvre cinématographique et pour entrer dans un vrai questionnement humaniste par rapport à eux-mêmes et par rapport à ces gens. Et donc pour cela, rendez-vous au cinéma Les Yeux d'Elsa, vendredi, 20h45, tarif unique, 3,50 €. Merci Bertrand. Merci à vous. Alors maintenant, je vous propose de découvrir une exposition hommage aux femmes, pas n'importe lesquelles, les héroïnes sont en haut de l'affiche de la salle des expositions de Guyancourt. Sabrina Sicchini et Elodie Moine nous en donnent un aperçu. Catwoman, Ève, Sœur Emmanuelle. Des femmes, des héroïnes qui ont marqué notre imaginaire. Mais qui est réellement cette héroïne qui fascine tant ? Il y a 3 parties, on va dire, dans cette exposition. Une première partie qui est plus documentaire, historique. On montre en fait des femmes qui ont marqué l'histoire. Il y a ensuite un deuxième espace qui est l'espace principal de l'exposition, qui est consacré à l'art contemporain, avec donc des œuvres d'artistes qui ont réfléchi, travaillé donc sur la notion de représentation de la femme. Et puis la troisième partie dans laquelle on se trouve est une partie consacrée à la bande dessinée. 12 artistes français et étrangers exposent ici leurs œuvres. 12 visions de l'héroïne. Pour la photographe Sandrine Elberg, celle-ci a une double vie. Je présente ici en fait un travail qui s'appelle Paris Burlesque, qui concerne en fait des photographies de femmes qui se produisent sur scène dans des cabarets parisiens. En fait, j'ai décidé de les photographier chez elles dans un univers quotidien, dans leur costume de scène. Ce qui m'a intéressé vraiment, c'est de mélanger cet univers quotidien de leurs appartements à Paris avec justement ce costume et ce personnage qu'elles se sont créés pour la scène. À quelques mètres, une étrange pièce attire l'attention du visiteur. Très vite, celui-ci se laisse transporter par une mélodie qu'il connaît par cœur. Je présente une pièce qui s'appelle Happy Birthday Mr. President, qu'on entend derrière moi et qui est en fait chantée par cette sculpture un peu spectacle titubant qui est en hommage à Marilyn Monroe. Et c'est toute cette époque en fait de monde merveilleux, du rêve américain qui s'écroule un petit peu. C'est Marilyn dans toute sa faiblesse, sa vulnérabilité. Et c'est ces moments-là où l'héroïne peut-être bascule qui m'intéressent beaucoup. Peut-être le public sera dérouté par la vision de l'artiste. Femme de fiction, d'une autre époque ou femme du quotidien, il appartient à chacun de choisir laquelle mérite réellement le titre d'héroïne. Jusqu'au 3 avril, l'hôtel de ville de Guyancourt accueille le salon Réflexe, dédié à la photographie et à la création numérique. Un concours gratuit pour amateurs, une occasion également d'exposer ses plus belles œuvres, des images de Patrick Jacques de Dixmude. 3e année de rendez-vous pour les amateurs de photographie et de création numérique, le salon Réflexe, organisé par la ville de Guyancourt, expose ses œuvres jusqu'au 3 avril à la mezzanine de l'hôtel de ville. Réflexe, en fait, c'est la place de l'amateur dans la création et la photographie. Donc c'est un salon qui a été, comme vous l'avez dit, il y a 3 ans, de volonté de pouvoir faire participer les amateurs de Guyancourt, mais également hors Guyancourt, pouvoir exposer, d'avoir un temps d'exposition pour montrer leur création.
Avant d'être exposées, les créations sont sélectionnées par un jury de professionnels. Au total, 38 œuvres ont été retenues pour participer au concours. 3 catégories sont représentées, photographie noir et blanc, couleur ou encore création numérique. À l'occasion du vernissage le 27 mars, le jury décernera 4 prix, 1 par catégorie et le coup de cœur du jury. Enfin, un dernier dédié à la sélection du public sera également remis ce jour-là. Les votes sont d'ores et déjà ouverts à tous. Samedi 12 avril, la batterie à Guyancourt reçoit le chanteur Tiken Jafakoli. Son retour sur la scène musicale est marqué par la sortie le 2 juin d'un nouvel album. Nicolas Gervais l'a rencontré. Artiste reggae francophone incontournable, il est originaire de Côte d'Ivoire et sortira en juin son nouvel album, Dernier Rappel. Il sera en concert notamment le 12 avril à la batterie à Guyancourt. Voici Tiken Jafakoli dans le kiosque. All we are saying is give peace a chance. J'ai fait une pause d'abord de 2 ans, donc que j'ai consacré à l'agriculture. Là aussi, c'était pour faire passer un message important à la jeunesse africaine. Donc j'ai dit aux jeunes, restez ici. Notre place, c'est ici. Et si nous voulons que nos enfants se retrouvent dans une Afrique différente de celle que nous on connaît aujourd'hui, dont on se plaint, il va falloir planter la graine, l'arroser, et puis peut-être nos petits-enfants ou les enfants de nos petits-enfants viendront récolter. Parce qu'en Afrique, nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le soleil. Dans la plupart des pays, donc il n'y a pas de raison qu'on parle de crise alimentaire si les jeunes restaient au village. En même temps, ces 2 ans m'ont permis de réfléchir. Et là, j'ai compris que nous avons une très grande responsabilité dans le retard de l'Afrique. Nous, les Africains nous-mêmes, parce qu'on entend toujours que les gens viennent changer les choses pour nous. Et donc, voilà, le message de l'album, c'est nous avons nos responsabilités, prenons nos responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire des révolutions ou casser, etc. Parce qu'en Afrique, nous avons besoin de tout construire. Quand on a besoin de construire, on a le devoir de ne pas détruire. Il faut aussi respecter nos institutions. Voilà. Il faut dénoncer la dictature, il faut dénoncer la mauvaise gouvernance, il faut dénoncer tout ce qui ne va pas. Mais à partir du moment où il y a un président qui est élu, il faut le respecter. Les présidents en Afrique, ils sont comme sur des tabourets, alors qu'il faut être sur des sièges. Il faut protéger le pouvoir. Ils ont peur qu'il y ait un coup d'État. Donc, il faut protéger le ciel et se concentrer sur le volant. Donc, ce n'est pas évident. Bien sûr, il y a les injustices contre le continent africain, qui est un paradoxe historique. L'Afrique est l'un des continents les plus riches et l'Afrique a l'une des populations les plus pauvres. C'est quand même paradoxal d'être riche et pauvre. Donc, c'est des sujets comme ça que j'aborde dans le prochain album qui s'appelle Dernier Appel. Nous, on fait du reggae africain. Quand nous faisons du reggae aujourd'hui, il est important qu'on prouve qu'effectivement, que l'Afrique est la source du reggae. Donc voilà, c'est pourquoi on utilise des instruments comme la kora, le balafon, qui est un peu le violon traditionnel en Afrique. Il y a une dizaine d'instruments traditionnels qui a été utilisés dans ce prochain album. Il y a Alpha Blondy qui est sur un titre qui s'appelle Diaspora, donc un message qu'on adresse à la diaspora africaine dans le monde, pour leur rappeler que dans les années 50 ou de 50 à 70, la connexion entre la diaspora africaine dans le monde et ceux qui menaient le combat sur le continent a été déterminant dans la libération du continent africain. Aujourd'hui, on a l'impression que notre diaspora, elle est plus concentrée sur l'économie. Elle est plus en train de chercher de l'argent pour aller investir. C'est bien, mais on souhaite qu'ils s'engagent aussi politiquement.
donc Patrice qui a été invité sur le titre Too Much Confusion, voilà, qui parle de pollution. Et puis il y a aussi Neka qui est invité sur le titre Human Thing. Je chante en anglais aussi. Je pense que c'était devenu de toute façon indispensable à ma carrière parce que aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une carrière qui commence à être vraiment mondiale. Mais ça devient indispensable parce que le message il doit aller partout aujourd'hui dans le monde. Tata, c'est un hommage à la mère de ma fille. Voilà, j'ai une fille qui a 26 ans aujourd'hui, donc qui est née quand j'avais 18 ans, donc j'étais très jeune. Donc sa mère, nous étions fiancés. Moi, j'avais pas de boulot. Vous savez, ça faisait pas trop joli d'être rasta, vouloir chanter. Pour moi, c'était impossible de me marier parce que je n'allais pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et donc Tata, elle m'a attendu pendant 10 ans. Elle m'a attendu pendant 10 ans et au bout de 10 ans, effectivement, elle a, sous la pression de ses parents, elle a dû se marier de force à quelqu'un d'autre. Et puis, je crois qu'elle a fait 2 ans dans ce foyer et puis un jour, j'ai appris sa mort. C'est une personne qui a beaucoup souffert pour moi et voilà, j'ai décidé de lui rendre hommage. Oh, Tata, Fonika Yafama. La tournée va débuter en avril, donc on a décidé de revisiter les petites salles qui nous ont soutenus il y a 15-20 ans en France. Une manière pour nous de leur dire merci de nous avoir soutenus au début. Et puis l'album va sortir le 2 juin. Et puis voilà, après on va attaquer les festivals. Voilà, et après Tiken Jah, on retrouve Aurel Jah dans le kiosque. Nous sommes bien mercredi, c'est donc l'heure des sorties ciné au micro d'Élodie Moine. Une relation père-fils extrêmement forte et un film qu'il faut vraiment aller voir. Moi j'ai beaucoup aimé ce film, il est très émouvant. Dans les catégories des grands films comme Rain Man à l'époque, on ne peut qu'être sensible quand on a la préoccupation des personnes en situation de handicap. C'était formidable, j'étais avec mon fils et c'est un très bon esprit et voilà, c'était très bien. On a passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé, c'est un beau film, un hymne à la vie, voilà, c'est du Rennais. J'ai adoré, franchement, j'étais enthousiasmée, le rapport au décor est sublime, le trouble entre le théâtre et le cinéma est fantastique, le message sur la vie m'a beaucoup touchée. Très bon film qui donne beaucoup de peps, bonne musique, bonnes actrices, on s'amuse du début jusqu'à la fin, on rigole beaucoup. Très amusant et en correspondance avec la vie actuelle, c'est bien. Pas mal, franchement il y a de l'action, ça pète bien. L'histoire est vraiment bien rodée, c'est dans la continuation du premier, il n'y a rien à dire. Alors Cinéphile, c'est aussi l'occasion d'entendre un professionnel du cinéma nous donner son coup de cœur. Et cette semaine, c'est Cyril Haddad, projectionniste à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. Cette semaine, le coup de cœur de l'espace Philippe Noiret est le dessin animé Tantilda, réalisé par Jacques-Rémy Girard. Tantilda est une amoureuse de la nature. Elle conserve dans son musée végétal pas mal de plantes dont certaines commencent à disparaître de la planète. Parallèlement, une céréale est développée par des industries et donc du coup, cette céréale est censée éradiquer la faim dans le monde. Le réalisateur nous conte une fable écolo, tendrement drôle, qui est destinée à faire sourire le spectateur et le sensibiliser par la même occasion sur l'écologie et les problèmes d'OGM. Visuellement, le film est tout simplement splendide, l'animation est vraiment très bien faite. Les plantes sont capables de grandir façon géante et dégager une énergie de dingue. Quand on aura passé toutes nos cultures au LGO, les bénéfices vont grimper, mes cocos. Mesdames et messieurs, Tantilène.
C'est une révolution. Grâce à Tilem, la faim dans le monde est en voie de disparition. Tantilda est un film à découvrir cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis sur TV Fil. Je vous retrouve donc la semaine prochaine en direct à 18h30. À mercredi.